dans les énergies renouvelables, on a tous les éléments pour, et il faut juste marquer l'essai, quoi. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, on accueille Carole Descroix, fondatrice de Terrapolis. Carole est une entrepreneuse visionnaire qui a décidé de révolutionner la production énergétique en France. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours et découvrir ce qui l'a motivée à fonder Terrapolis. On parlera des valeurs qui l'animent et Carole nous expliquera comment elle voit l'avenir des énergies renouvelables en France et en Europe. On discutera également des défis de la transition énergétique, des obstacles à surmonter et de la manière dont Carole concilie les enjeux environnementaux et agricoles. Enfin, on plongera dans les réflexions personnelles de Carole, ce qui la motive chaque jour, comment elle surmonte les moments de doute et quel message elle souhaite transmettre aux jeunes générations. Préparez-vous pour une conversation passionnante et inspirante avec Carole, une femme d'avenir qui souhaite changer notre société et créer un monde plus durable pour les générations futures. C'est parti. Bonjour Carole, comment tu vas ? Bonjour, je vais très bien, merci, et toi ? Ça va. Je suis enchanté de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Et on remercie aussi Alexandre Sana et Awam de nous prêter leurs locaux à Bordeaux. Voilà, donc on est dans un petit studio très agréable pour notre discussion d'aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Oui, alors Carole Descroix, je travaille dans les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans. J'ai arrêté un peu de compter. Dans les énergies renouvelables, j'ai eu l'occasion de faire à peu près tous les postes qui étaient possibles de faire, à peu près en tout cas. Et ça m'a amené à avoir de l'expertise sur le sujet. Voilà. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours et de ce qui t'a conduit à fonder Terrapolis ? Alors mon parcours, c'est 20 ans d'expérience plutôt technique, aussi dans les acquisitions. Et ce qui m'a amené à fonder Terrapolis, en fait, c'est une succession d'expériences, de retours d'expérience, et puis aussi une vision qui s'est forgée au fur et à mesure des années, avec une vision quand même assez claire. Enfin, pour moi, c'est une vision assez claire de ce que devrait être l'énergie en France, en Europe, le développement durable, et comment est-ce qu'on peut révolutionner notre société actuelle dans le cadre de cette révolution énergétique, révolution agricole qu'on est en train de vivre. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment le cumul de ces expériences tout au long de ces années. Tu as fait quoi comme études ? Tu as fait des études d'ingénieur. D'ingénieur ? Okay. Oui, je me suis spécialisée en énergie et environnement. Et ensuite, j'ai eu aussi une formation à deux moments clés d'expert judiciaire et avec un niveau licence en droit également. Ok. À Assas. Et durant tout ce parcours, il y a eu des moments personnels ou professionnels qui ont influencé ta vision sur la transition énergétique ? Ou c'est une succession d'évidences, quoi. Ouais, c'est une succession d'évidences, d'expériences qui m'ont amené et de constats en fait au fur et à mesure de ce que ça devrait être, et puis aussi une envie forte de développer et de mettre vraiment la main dans le cambouis et de dire quel monde je veux pour mes enfants. Pour les générations futures, pour moi, c'est pas un bon mot. J'ai vraiment ça ancré en moi. C'est réellement pour les générations futures où j'ai une envie et je veux pas laisser les choses passer devant moi. Je veux vraiment œuvrer et être un acteur de cette transition. Okay. Et c'est quoi justement alors Terrapolis et la mission et les valeurs de Terrapolis ? La mission de Terrapolis, c'est devenir un des acteurs majeurs en énergie renouvelable et décarbonée en France. Les valeurs, c'est l'expertise. Les valeurs, c'est la proximité humaine entre les collaborateurs, c'est-à-dire au sein des équipes. La proximité aussi, la connexion avec le terrain, avec les agriculteurs, la connexion avec les besoins réels de la France, des Français. C'est ça les valeurs de Terrapolis. Ok, et donc tu parles d'agriculteurs, justement, c'est quoi
Pourquoi c'est important pour toi et pour Therapolis du coup de travailler en étroite collaboration avec eux? Aujourd'hui, alors Therapolis est spécialisé dans les énergies renouvelables et décarbonées. Aujourd'hui, effectivement, le plus gros de notre portefeuille, c'est de l'agri-photovoltaïsme. Okay. C'est-à-dire, c'est des projets c'est des modules photovoltaïques qui sont implantés dans des champs agricoles. Après, en disant ça, on aurait tendance à avoir une vision assez réductrice de ce que c'est de l'agrivoltaïsme. C'est pas juste on balance des modules photovoltaïques dans un champ, c'est tout un écosystème et il y a besoin de process, il y a besoin d'engins agricoles pour pouvoir récolter, semer, etc. Enfin, voilà, donc, et pour réaliser des projets sains, fiables, techniquement compétitifs, techniquement intéressants, compétitifs financièrement, etc., c'est un projet à la fois agricole et à la fois un projet électrique. Et donc, en termes agricoles, la personne qui connaît le mieux ces terres et les projets agricoles, c'est l'agriculteur lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de cette proximité. En revanche, la personne qui sait le mieux et qui fait vraiment une veille, qui connaît le mieux les enjeux électriques et énergétiques, c'est plutôt effectivement Therapolis. Et on apporte un soutien à l'agriculteur sur les engins, l'automatisation et tout le process et tout l'écosystème qui lui permettra d'être compétitif et compétent sur son projet agricole. Donc c'est vraiment un binôme et un projet gagnant-gagnant qu'on met en place. Et évidemment, si c'est gagnant-gagnant, on ne le fait pas tout seul dans notre coin. Et on le fait vraiment en collaboration, d'où le besoin de proximité. Le besoin et puis l'envie aussi, c'est quand même plus sympa de travailler en binôme, quoi. Et alors justement, comment tu vois l'avenir des énergies renouvelables en France et en Europe? Il y a ce développement de projets qui sera de plus en plus important. Oui, alors les projets, moi je crois vraiment au mix énergétique en France, en Europe, partout en fait à travers le monde. C'est utiliser différentes sources. Je crois que c'est ça qui est aussi important. C'est comme la nourriture, c'est comme pour tout, comme pour le sport. C'est pas penser monoproduit. Et je crois vraiment en ça. Et c'est pour ça que dans les énergies renouvelables ou même le nucléaire, c'est complémentaire en fait. C'est totalement complémentaire. Il ne faut pas opposer une énergie avec une autre. Et c'est ce en quoi je crois, comme la diversification aussi de la provenance, par exemple, du matériel. Donc c'est vraiment un mix énergétique et des solutions qui est importante. Voilà. Et c'est ça en quoi je crois, oui. Et comment les jeunes est-ce que les jeunes peuvent jouer un rôle dans cette transition? Les jeunes ou même moins jeunes, même les utilisateurs. En fait, c'est plutôt la société. Je trouve qu'il y a quelque chose... et ça, c'est dans ma vision de voir les choses. Et c'est que souvent, on fait un peu l'amalgame de le développement durable ou la transition énergétique. Souvent, c'est perçu... moi, c'est ce que je ressens comme... c'est un effort. On fait un effort pour le développement durable. Alors qu'en fait, moi, c'est pas du tout ma vision. C'est pas un effort, c'est réellement la solution. C'est qu'en fait, c'est une super opportunité qu'il faut saisir au bon et que parfois, c'est pas vu comme ça. Donc, en fait, je trouve que dans notre société actuellement, on voit le verre à moitié vide et on voit tous les problèmes. Et on oublie de voir, mais même financièrement, on se dit « ouais, non, mais c'est pas rentable, c'est un effort. » Mais en fait, non, en fait... regardez si on fait bien les choses, et là, c'est vraiment Therapolis. Therapolis, on réalise des projets rentables, compétitifs, financièrement, qui permettent de réduire le financement des pouvoirs publics, donc par rapport aux contribuables, moins d'impôts. On peut aussi, on crée des emplois, on apporte aussi des solutions aux agriculteurs par rapport à la main-d'œuvre, on apporte des solutions par rapport aux enjeux climatiques, au réchauffement climatique, etc. Par contre, effectivement, si on se dit que ça c'est possible, que c'est une opportunité, que c'est un gain, mais même dans notre monde capitaliste, on peut vraiment créer de la valeur. Par contre, c'est des projets pas n'importe comment. Si on crée des projets peu compétitifs, effectivement, ils vont être peu compétitifs financièrement, avec des subventions, etc. Mais on peut aujourd'hui, et on a la preuve, on a des projets hyper compétitifs qui sont en plus complètement alignés avec le développement durable. Donc,
là où peuvent contribuer la société, les générations futures, etc., c'est de s'enlever un peu ces œillères ou cette case dans laquelle on a mis parfois le développement durable en disant, voilà, c'est un effort. Non, c'est pas un effort, il faut le voir plutôt comme une opportunité. Et ça, je pense que c'est un choix à faire. Et une fois qu'on change cette vision, en fait, on voit les choses autrement, on prend des décisions autrement, et c'est un cercle vertueux qui s'amorce et qui fait des projets mais super sympas. Ouais, en fait, il ne faut pas considérer ça comme une contrainte de manière générale, mais comme vraiment une vraie opportunité de pouvoir changer le monde, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet alors comment tu dis, agrivoltaïsme, c'est ça? Ouais, c'est ça, agrivoltaïsme. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment, l'agrivoltaïsme. Alors moi j'imaginais, tu vois, en préparant l'épisode, que c'était, tu sais, des panneaux solaires qu'on peut voir des fois sur le toit des fermes, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est vraiment sur le sol. En fait, t'imagines, c'est comme les ombrières de parking un petit peu. Tu sais, parfois on voit des modules photovoltaïques avec des voitures en dessous. En fait, c'est exactement c'est presque la même chose, mais sauf que c'est dans les champs. Et ils conservent leur surface. Exactement. Et exactement. Et aujourd'hui, on peut en fait utiliser la même surface de terrain, par exemple, tu vois, des modules photovoltaïques sur un terrain agricole. Ça utilise, tu vois, de l'espace, mais si on le fait sur un terrain classique, ça utilise de l'espace. Mais en fait là ça permet en fait de multiplier par 2 la surface que tu as, c'est-à-dire que comme une toiture tu as des modules photovoltaïques, elle te protège de la pluie, du vent, et en plus elle produit de l'énergie. Et là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que tu peux produire, et en plus on a des réglementations qui, enfin, c'est pas c'est des vrais projets où tu vois, on récolte, etc. Et en plus, on produit de l'énergie. Donc, c'est vraiment, on multiplie par 2 notre surface, en fait. Et c'est ça, l'agrivoltaïsme. Et l'agriculteur, lui, récupère un peu de cette énergie ? Alors, aujourd'hui, l'agriculteur, la plupart du temps, il a le propriétaire du terrain, il a un loyer. D'accord, en fait, vous lui reversez, TerraPolis reverse un loyer. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, très bien. Top. Et est-ce que tu as un exemple concret de projet que tu as réalisé et l'impact sur la communauté locale ? Alors, on développe des projets. Donc, un projet, aujourd'hui, il se développe en 4 ans environ. 4 ans, oui. Voilà, donc la société, elle a 3 ans. Donc, aujourd'hui, chez TerraPolis, même si on a d'autres expériences, chez TerraPolis, il n'y a aucun projet qui a été complètement monté. On a des démonstrateurs en cours, et en fait, dans nos projets, on en a un qui est au sud de Bordeaux. Enfin, voilà, on a une centaine de projets en France. Et effectivement, on a tout cet écosystème-là, donc sur des terrains avec les débouchés aussi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement un écosystème, donc avec des débouchés, du maraîchage pour fournir les repas, par exemple aux collégiens. Donc on a plusieurs projets comme ça. On a un partenariat avec un lycée agricole. On a aussi un partenariat avec CLAS, qui est un des plus gros équipementiers agricoles. Voilà. Donc il y a quand même il y a des choses assez sympas et concrets qu'on peut mettre en avant. Et j'ai vu effectivement que vous aviez un partenariat avec un lycée agricole, et TerraPolis contribue à la formation des agriculteurs de demain par rapport justement à ces questions-là. Oui, alors aux agriculteurs de demain, mais même d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes et les agriculteurs qui sont des partenaires en fait, qui sont par des partenaires, on travaille avec eux sur leurs projets agricoles, et justement avec nos partenariats et notre centre d'innovation interne, on élabore avec eux et on prépare en fait l'ensemble de leurs projets, de leurs process, de leurs engins, voilà, et de leurs débouchés. Donc on travaille vraiment avec eux sur tous les aspects agricoles. Et en fait, c'est en ça que c'est utile, parce que même tout seul, en fait, ce serait quand même compliqué pour eux de faire toute cette veille technologique, etc. Donc c'est un peu comme un iPhone, en fait. Une fois que vous avez un partenaire, alors on aime ou on n'aime pas Apple, c'est pas ça, je suis désolée, il faut peut-être pas citer de marque. Je sais pas, mais en tout cas on peut dire que Samsung font aussi des téléphones. Voilà, mais la différence, c'est que il y a des solutions clés en main, et là l'idée c'est vraiment une solution clé en main, et le partenaire qui vient avec TerraPolis, il sait que
il va être accompagné tout au long de son projet et que même s'il y a des nouvelles innovations, il va pouvoir en bénéficier. En fait. D'accord, donc, pour lui, c'est vraiment quelque chose de clé en main et c'est ça qui est quand même bien et c'est qu'il va être au top de la technologie quoi qu'il arrive. Oui, parce que lui, il faut qu'il se concentre sur son métier, c'est-à-dire agriculteur, et que ce ne soit pas une contrainte qui s'ajoute, déjà, j'imagine, à plein d'autres contraintes quand on est agriculteur. Tout à fait. Très bien. Et alors sur les enjeux et les perspectives, il y a des obstacles, j'imagine, à la transition énergétique. Est-ce que déjà tu en as identifié et comment vous les surmontez chez TerraPolis ? Alors on est en France, alors les obstacles sont surtout réglementaires et politiques en ce moment, où en fait c'est vraiment ça le plus gros parce que on a un business model, on a la technique, on a les innovations, il y a l'envie du terrain, il y a même la demande du terrain. Il y a vraiment le secteur agricole, il est en plein boom et en révolution. Le secteur énergétique est en plein boom et en révolution. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment plein de voyants verts. Donc, par contre, c'est vrai qu'en France, on adore faire des réglementations et les refaire encore et encore. Et elles sont à peine appliquées ou applicables et qu'on les refait déjà. Et c'est ça qui est un peu difficile au quotidien. Alors nous, on essaie d'anticiper et de bien faire les choses. Moi, je pars du principe que si on fait réellement bien les choses et qui est créateur de valeur, à un moment donné, je reste optimiste et l'administration et les pouvoirs publics. Voilà, je suis persuadée qu'elles sont quelque part raisonnables, mais bon, c'est cette instabilité politique récurrente en France. Et cette juxtaposition de réglementation encore et encore est parfois un peu complexe à gérer. Il y a d'autres pays qui ont développé l'agri. C'est quand même un nouveau secteur. Alors oui, de toute façon en Europe, il y a d'autres pays aussi qui le développent. Après, ça reste quelque chose de nouveau. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comme sur l'automatisation, parce que ça apporte une agriculture en bande, avec des dimensions plus réduites. Enfin, voilà. Ça entraîne aussi une évolution technique, aussi bien agricole que aussi côté énergétique. Et on a des révolutions aujourd'hui sur les innovations de matériel qui est assez phénoménale. Et c'est quoi ta vision pour justement la France ou une Europe décarbonée C'est vraiment un objectif. De toute façon, ça allait. Oui. Et puis en plus, je pense sincèrement que... Alors, c'est obligatoire. En tout cas, c'est ma vision. Et on peut, au même titre que le nucléaire, où on a vraiment une valeur ajoutée, on a une expertise en France particulièrement, et on pourrait être tout aussi expert dans les énergies renouvelables. On a vraiment notre carte à jouer. On a tous les éléments pour. Et il faut juste marquer l'essai, quoi. Ok. On va passer à des questions peut-être un petit peu plus personnelles. C'est quoi qui te motive chaque jour pour poursuivre cette mission ? C'est l'aventure humaine avec les équipes. Les équipes de TerraPolis sont des passionnés, comme moi. Je pense. Pour se lancer cet enjeu-là... il faut être passionné, il faut avoir envie. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et je pense que l'équipe, elle est à ça aussi dans son ADN. Donc ça me motive vraiment au quotidien. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un vain mot, c'est les générations futures. Moi-même qui ai des enfants, je le fais aussi pour eux. C'est une vraie mission. C'est vraiment ça. J'y crois profondément et c'est ça qui me motive au quotidien. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu beaucoup du découragement, tu vois des moments de découragement? Jamais. Non, je suis... optimiste, quoi. Je suis optimiste et convaincue. Et voilà, après, est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Non, c'est pas un long fleuve tranquille. On s'ennuierait si c'était aussi tranquille que ça. Mais c'est formateur. Et même au niveau s'il peut y avoir des embûches ou des moments... c'est pas des moments de découragement, mais s'il y a des embûches ou ce genre de choses... c'est au contraire, moi j'ai envie de le voir comme une opportunité de grandir et d'apprendre et de s'améliorer. Et donc non, j'ai pas de doute. J'ai lu sur Internet, l'objectif c'est 2,5 gigawatts. Pour 2028. 2028, ça représente quoi par exemple pour quelqu'un comme moi qui sais pas, moi je sais pas. En fait, on est un acteur. En fait, là l'objectif c'est d'avoir 5% de part de marché.
C'est-à-dire que tu comptes de l'énergie renouvelable. En France. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai commencé il y a 3 ans avec une feuille blanche. J'ai pris une feuille blanche là. Et une feuille blanche. C'est avec mon stylo, une feuille blanche, et j'ai commencé il y a 3 ans comme ça. D'accord. Et avec comme ambition d'avoir 5% de part de marché en énergie renouvelable. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse et il y a de quoi faire. Okay. Et ça concurrence quand même des acteurs aussi installés. Mais là où on a notre carte à jouer, et pourquoi j'y crois, c'est parce qu'on a ce dynamisme et l'agilité. Et aussi l'équipe qui a été constituée, ça fait partie aussi de mon réseau. C'est que vraiment on est une équipe d'experts. Donc la moyenne d'âge est peut-être plus haute que la moyenne par rapport aux entreprises du secteur. Donc voilà, en termes d'efficacité, etc., on peut faire quand même pas mal de choses. Et cette agilité nous permet d'avancer et d'être assez rapide. Ouais. Ok. Quand tu dis expert, ça veut dire que tu t'es entouré aussi d'ingénieurs comme toi pour... C'est quasi exclusivement des ingénieurs, effectivement, et qui ont 15-20 ans d'expérience. Ok, d'accord. Et quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur ? Parce que tu l'as pas toujours été. Ça fait combien de temps que tu as créé alors en fait, j'ai créé Terrapolis il y a 3 ans. Avant, j'avais une autre société qui s'appelait Éclairance. D'accord, ok. Tu as toujours été dans le secteur des énergies renouvelables, toujours. Après, j'ai été pendant beaucoup plus longtemps salarié, effectivement. C'était quoi la question ? La question, c'était la plus grande leçon que tu as apprise au cours de ton parcours entrepreneur. La plus grande leçon, c'est plutôt une leçon de vie, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, ouais. C'est pas lâcher, être convaincu. Enfin, je pense vraiment qu'il faut être convaincu et habité par son idée. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et c'est même pas le monde professionnel qui me l'a appris, c'est même le perso. Enfin, c'est à la fois ne pas lâcher, et peut-être la leçon la plus importante, je dirais, c'est s'enlever les barrières. C'est-à-dire que pour beaucoup, on s'auto-censure en fait. On se met des barrières, on dit que c'est pas possible. Et en fait, si. En fait, c'est carrément possible. Il faut juste se le dire et se le rappeler. Et souvent, on se dit non, c'est pas possible, ou ça, c'est pas pour moi, ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, non. Et je trouve que. Et encore aujourd'hui, quand je parle même à certains chefs de projet ou à des concurrents, ce genre de choses, beaucoup de personnes se mettent des barrières eux-mêmes. Et en fait, il faut les retirer. Des fausses barrières, quoi. Ouais, c'est des fausses barrières, en fait. Et non, on peut y arriver. Et si on est convaincu par une idée, en fait, on peut y aller. Ouais, il faut aller jusqu'au bout, bien s'entourer, tu as dit. Ouais, c'est le. Oui, c'est. Tu peux pas le faire toute seule, quoi. Et voilà, et c'est illusoire. C'est illusoire de se dire qu'on peut le faire tout seul. Et une fois qu'on a trouvé l'alchimie avec les collaborateurs, les prestataires. Voilà, quand on a une équipe qui gagne, mais il faut surtout la garder. Enfin, c'est du relation en long terme. C'est pas. Et ça, j'y crois vraiment, quoi. L'alchimie, c'est partager ta vision aussi, parce que j'imagine que t'as ta vision. Si tu trouves pas quelqu'un qui la partage, qui partage la même vision que toi, ça peut être difficile. La même vision et les mêmes valeurs. Et les mêmes valeurs, ouais. Je pense que les deux sont importantes. C'est qu'il y a la vision, c'est-à-dire qu'il faut être persuadé les collaborateurs, ils ont la même. J'ose croire qu'ils ont la même vision. En tout cas, c'est très important, et aussi les mêmes valeurs. Les valeurs de bienveillance, les valeurs humaines. Je pense que ça aussi, c'est fondamental. Sinon, au quotidien, c'est compliqué, quoi. Il y a vraiment un soutien aussi auprès des agriculteurs, parce que j'imagine que c'est une source de revenus supplémentaires. C'est une source et de stabilité. De revenus, mais surtout de stabilité, parce que le monde agricole, aujourd'hui, il peine, ou dans le contexte actuel, où parfois c'est très variable. Et en fait, c'est ce manque de perspective qui peut être très difficile. Et donc là, on leur donne... en fait, une perspective, en fait. Une perspective, une lueur, et ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que les collaborateurs, ou moi-même, je crois vraiment qu'on a quelque chose et qu'on peut créer de la valeur, mais de la valeur financière, oui, mais de la valeur aussi humaine. Et c'est même peut-être la raison principale, mais voilà, je ne veux pas opposer en fait création de valeur humaine et création de valeur financière, parce qu'on peut vraiment...
je trouve que c'est la preuve qu'on peut réunir les deux. Bien sûr, mais c'est fondamental. Je veux dire, enfin, tu ne peux pas vivre sans argent non plus, quoi. Ouais. Et souvent, quand tu n'en as pas ou que tu es contraint, comme un agriculteur, par exemple, sur la météo ou d'autres contraintes, effectivement, ça crée du stress, ça crée des choses négatives quoi, dans sa vie. Alors que là, effectivement, il y a peut-être une forme de stabilité en plus qui va venir soulager la personne et peut-être même qu'elle sera peut-être plus productive dans son travail de tous les jours parce que, voilà, justement, elle a cette stabilité-là qui arrive aussi. Voilà. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire sur la création de valeur financière, sur la création de valeur, et que parfois on l'oublie un peu, et ça ne peut pas marcher sur le long terme. Voilà. Donc les deux sont possibles. Est-ce que tu es fier de tout ça, tu vois, de ce que tu es en train de créer ? Je suis fière. Après, je regarde pas trop en arrière, pour être très honnête, ou je regarde pas forcément l'instant totalement présent. Enfin, je regarde aussi tout ce qui reste encore à faire. Enfin, je vois que dans ce secteur-là, par rapport à nos projets, par rapport à l'innovation, par rapport à ce qu'on peut apporter à nos partenaires, il y a encore tellement de choses à faire que c'est ça que je regarde. Donc, je serai fière, mais demain. Quand on aura... Demain ou après-demain, parce que je trouve que je suis très fière parce que par rapport au secteur, on a quand même beaucoup innové, on fait des choses vraiment sympas, l'équipe fait des choses vraiment bien, mais je suis encore dans l'attente de tout ce qu'on peut faire parce que je vois, là on a une vision, j'anticipe à peu près 2 ans d'innovation encore, donc là c'est des petites surprises qu'on amènera au fur et à mesure et qu'on dévoilera au fur et à mesure, donc je vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que quand je vois ce qu'on peut encore faire et dans les 2 ans ce qu'on peut annoncer, ça donne trop envie d'y être en fait. Ah oui, c'est vrai. À ce point-là. Il y a un peu d'impatience ou... Ouais, c'est ça, c'est de l'impatience. Donc, tu vois, l'impatience, elle est trop forte, donc je peux pas être contente d'aujourd'hui parce que je vois ce qui va arriver et donc j'ai hâte d'y être. Il faut quand même être un peu ancré dans le présent aussi pour faire tout à fait tout ça, quoi. Exactement. Oui, ça doit être très excitant. Est-ce que tu as des échecs marquants peut-être, tu vois, dans tout ça ? Ou peut-être au début où il y a des choses qui ont été un peu difficiles. Alors je suis désolé pour les auditeurs, il y a des travaux dans l'immeuble, donc si jamais vous entendez un peu de bruit, c'est pas grave, je vais essayer de les enlever, mais je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il y a eu des échecs marquants qui ont marqué ton parcours ? Alors en fait, j'aime pas trop cette question parce qu'en fait ça fait genre, tu vois, l'échec c'est comme si on est confronté à un mur et qu'on doit prendre un virage, tu vois, pour le contourner ou toi un changement parce qu'en fait on peut plus accéder. Je sais pas, non, l'échec, moi je le vois pas comme un mur ou comme, tu vois, comme un moment fort. En fait, un échec, c'est pas un mur qui nous empêche d'aller de l'avant. Pour moi, c'est plutôt un caillou qu'on peut surmonter, qui nous élève en fait, tu vois. Et donc non, j'ai pas de moment. Enfin, moi j'en ai des échecs, j'en ai tous les jours. J'en ai 10 fois par jour. Et moi je kiffe. Moi je kiffe les échecs parce qu'en fait, ça me permet la prise de conscience de ces échecs-là. Ça me permet de m'améliorer et j'encourage en fait les échecs en fait au quotidien. Donc c'est vrai que je me pose pas. Enfin, si je me pose, j'essaie de comprendre les axes d'amélioration, tu vois, ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Mais je sais pas, j'ai plutôt envie de valoriser les échecs et de les surmonter, tu vois. Oui, pour toi, c'est plutôt des axes d'amélioration, quoi. Ouais, c'est Exactement. Des petits accidents qui te permettent d'améliorer, voilà. Donc en fait, donc non, est-ce qu'il y en a des marquants ? Enfin, j'en ai pas un marquant qui m'a fait changer de direction. Non, en fait, cette direction, elle est toujours là. Et les couacs ou les cailloux dans la chaussure m'ont permis d'avancer, de m'améliorer. De corriger, d'améliorer, c'est ça. De corriger la trajectoire, Et c'est quoi qui te plaît le plus dans ce que tu fais ? C'est sur ce côté ingénieur ou plus Non, c'est l'aventure humaine. L'aventure humaine, les échanges et le fait de contribuer à ces plusieurs révolutions énergétiques, agricoles et sociétales aussi. Et ça, c'est ça qui me plaît le plus au quotidien, quoi. C'est grisant, quoi. Ouais, c'est vraiment deux sujets de société importants, quoi, l'alimentation et l'énergie, quoi. Tout à fait. Et des moments de doute, t'en as pas, en fait. Je suis tellement convaincue par ce que je fais que j'ai pas de doute. Je zappe cette question, alors. C'est comme tu veux. Allez, parfait. Et est-ce que tu as des sources d'inspiration, tu vois, des choses qui t'inspirent
peut-être à l'international ou je sais pas. Il y a tout qui m'inspire. Il y a tout qui t'inspire. Il y a tout qui m'inspire. Il faut être proche de la nature pour faire ce que tu fais. En fait, je pense qu'il faut... ça, c'est mon... Faut être proche de la nature. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Non. Connecté, quoi. Ouais, il faut être connecté au monde, connecté quand même au présent, à la vie, aux besoins. Mais ma source d'inspiration, elle vient de partout. Ouais. Je peux pas être inactive. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup les films, je discute beaucoup avec toutes sortes de personnes et il y a tout qui m'inspire en fait. Il y a vraiment tout qui m'inspire et j'ai toujours faim d'infos et c'est ça qui me guide aussi au quotidien. La curiosité au quotidien. Au quotidien, ouais. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Enfin, le conseil que je pourrais donner, c'est s'enlever les barrières, retirer les barrières qu'on peut s'imposer parfois, et être tenace. Et faire. Ouais. Et aller y foncer, quoi. Et se dire, de toute façon, voilà. Et être créateur de valeur. Enfin, je pense qu'il faut pas oublier. Il faut. C'est important, Si on crée de la valeur, ça peut que marcher, en fait. De la valeur pour les humains et de la valeur financière, évidemment. Et il faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Et si on arrive les deux. Et par contre, et pas avoir peur de l'échec. Parce que... un premier business peut ne pas marcher, un deuxième peut ne pas marcher, enfin voilà, et c'est pas lâcher en fait. C'est que des petits cailloux, quoi. C'est des petits cailloux, et c'est pas grave, on marche dessus et puis on avance. Et justement, on apprend en fait, c'est pas le fait de tomber qui pose problème, c'est comment est-ce qu'on rebondit. C'est vraiment ça. Une fois qu'on a compris ça, finalement on peut tomber plein de fois, quoi. C'est pas très grave. Et rebondir plein de fois. Et rebondir plein de fois, et on rebondit toujours plus haut. Et en dehors du pro, c'est quoi tes passe-temps, tes activités préférées pour te ressourcer? T'as des passe-temps pour te ressourcer? J'imagine que tu dois pas avoir beaucoup de temps pour ça. Non, j'ai pas beaucoup de temps, mais non, en fait, quand j'essaie... Enfin, déjà, pour me ressourcer, alors comme je suis obligée de toujours faire quelque chose, je lis, j'écris. Et puis, j'ai une vie de famille. J'ai une famille nombreuse. Ah oui? Ouais. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, au contraire, j'essaye... Voilà. Quand je suis fatiguée, je me déconnecte. Et voilà, je lis, j'écris et je m'occupe de mes enfants. Ok. C'est quoi les prochains projets? Et je voyage. Ah oui, tu voyages? Le dernier voyage, c'était où? Je sais plus, c'était partout. C'était partout. Mais non, j'essaie de voyager un maximum en Europe, à l'étranger. C'est des sources d'inspiration aussi quand tu pars à l'étranger? Tu vois des choses ou c'est vraiment juste pour te reposer et puis... C'est pour vider... c'est plutôt pour se ressourcer, pour se vider l'esprit. Ok. Et alors les prochains projets de Terrapolis, c'est quoi? C'est les prochains enjeux de Terrapolis, c'est de confirmer sa position dans le secteur, d'innover, de montrer qu'il y a des projets créateurs de valeur créateurs de valeur aussi bien en énergie qu'agricole qui peuvent voir le jour. Donc c'est transformer l'essai. Transformer l'essai. Ouais. Ok. Écoute, je te souhaite de pouvoir le faire parce que c'est vraiment un projet, en tout cas, qui porte des valeurs humaines, comme on l'a dit tout à l'heure, et des valeurs aussi qui vont profondément changer la société sur l'énergie et de transformer l'essai. Et merci beaucoup pour cette conversation inspirante. Merci à toi. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires ou un petit j'aime là où vous êtes. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un autre épisode d'Éclosion. Merci beaucoup Carole pour ce moment et à bientôt. Au revoir, à bientôt.